Depuis toujours, notre invité a tenté de trouver l'équilibre parfait entre sa nature rationnelle et sa profonde intuition créative. Aujourd'hui, elle nous raconte comment elle a réussi à conjuguer ces deux facettes. Je suis Isabelle Benoît, entrepreneure, auteure et artiste peintre. Je suis passionnée d'art contemporain, de littérature et de jazz. Isabelle, merci d'être avec moi aujourd'hui. Avec grand plaisir. Je trouve ça vraiment intéressant, ton histoire, parce que tu as vraiment le côté rationnel et le côté créatif. On va commencer au début. En 2011, tu as décidé de devenir travailleur autonome. Tu as quitté ton emploi et tu t'es lancé dedans. Oui. J'ai fait le grand saut. J'ai fait le grand saut. Tout d'un coup. Tout d'un coup. En fait, j'étais à la poursuite d'un peu plus de liberté dans ma vie. À l'époque, j'avais un emploi dans une agence de publicité. Je m'occupais du développement des affaires. Je travaillais énormément. Et je sais que c'est cliché de dire qu'on travaille fort en agence de publicité, mais c'est un fait. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est extrêmement stimulant. J'ai adoré mon expérience. Je travaillais pendant 10 ans en agence de publicité. Mais il est arrivé un moment où j'avais l'impression que ça définissait trop ma vie. Ma vie tournait autour du travail. Et je suis une personne avec des intérêts qui sont multiples, incommensurables. J'avais vraiment beaucoup d'intérêts et j'avais l'impression que je ne faisais que travailler. Et j'étais très fatiguée. Donc, les peu de moments libres que j'avais, je les passais à dormir. Donc, pour moi, j'avais l'impression que ma vie se limitait au travail. J'ai besoin de faire quelque chose qui était complètement différent. Et je me suis dit, mais à ce moment-là, si le moule de 9 à 5, puis dans mon cas, c'était plus du 9 à... 9 à 9? Oui, 9 à 9, et voilà. C'est des horaires qui sont très prenants, beaucoup de stress aussi. Je me suis dit, si ce moule-là ne me fait pas, alors pourquoi je ne ferais pas, moi, je ne construirais pas un nouveau modèle, dans le fond. Je ne façonnerais pas un modèle de travail qui serait plus à mon image, qui permettrait plus de liberté et de créativité, par exemple. OK. Alors, c'était pas un burn-out, non, si je comprends bien. Non, mais soyons francs, je m'ennuyais vraiment directement là-dedans. En toute honnêteté, je ne vais pas le cacher, continuer comme ça n'aurait pas été possible. J'aurais dû changer certaines choses. J'aurais dû peut-être me mettre moins de pression aussi, parce qu'on parle souvent de pression, de performance. Et je dirais que c'est beaucoup moins mon problème maintenant. Ça a été longtemps ma bête noire. Impression imposée par toi-même? Oui, oui. C'est la pire. Oui, en effet. C'est vraiment la pire, honnêtement. Pour moi, ça a toujours été ça. Là, je me calme un peu. Je pense que j'ai trouvé mon équilibre, surtout depuis que je suis mon propre boss, en fait. Oui. Tu vas à ton propre rythme. Exactement. Je suis intransigeante. OK. Vraiment. Je suis atroce. Je suis tyrannique comme boss. Mais je fais ce que j'aime. As-tu des employés? Oui. Les pauvres! Oui, mais honnêtement, je fais comme ça avec les autres. Le pire, c'est ça, c'est que c'est vraiment avec moi. Mais j'aime tellement ce que je fais que j'ai pas l'impression de travailler. Et je pense que ça, c'est la clé. Puis depuis 2011, c'est ça, je cumule les contrats, je cumule les types de clients différents. En fait, moi, je travaille vraiment aux confins entre les affaires et la créativité. Donc, j'ai un bac en communication et une maîtrise en gestion. J'ai fait une petite incartade aussi en fiscalité. Wow. Oui, voilà. Très agréable. Mais sans blague, pour vrai, ça m'aide beaucoup dans le cadre de mon travail. Et donc, du fait de ce fait-là, je travaille avec des clients qui sont très, très stimulants. Et le fait de pouvoir travailler à mon compte me permet de choisir des clients qui me ressemblent. Oui. Donc, mais c'est quand même très rationnel. Oui, mais c'est ça, c'est que c'est à la fois rationnel et à la fois intuitif. Je refuse des clients. Si j'ai pas un bon fit, comme on dit en français, je refuse des clients. Je travaille avec des clients qui me ressemblent, qui partagent les mêmes valeurs que moi, le même dynamisme. Pour moi, c'est très, très, très important de travailler avec des clients qui sont comme ça, parce que dans le fond, moi, ce que je cherche avant tout, c'est un équilibre. C'est un équilibre du travail. Pour moi, c'est un continuum. C'est pas des vases séparés, c'est vraiment des vases communicants. Pour moi, le travail est une partie de ma vie qui inspire une autre partie de ma vie qui est, par exemple, je suis aussi auteure.
et peintre. Et peintre, bien sûr. Donc voilà, donc ça inspire tout pour moi, tout communique là-dedans. OK. Je voulais pas avoir une sphère qui est uniquement travail. J'arrive à la maison puis je passe à autre chose. Non, pour moi, tout est inspiré en fait, tout Mais s'inspire. comment le côté rationnel avec tes clients, comment ça inspire le côté créatif en tant que peintre, en tant qu'auteur? Bien, c'est une bonne question, en fait, parce que le côté créatif, moi, pour moi, j'ai besoin d'avoir des balises pour exploser, justement, des balises. OK. J'ai besoin d'exploser les frontières. Plus c'est rationnel, plus je deviens créative, parce que j'ai des limites. OK. Et du fait de ces limites-là, bien, je dois pousser la créativité au maximum. Donc, ça m'inspire énormément. Je dois dire que j'ai beaucoup de clients dans le domaine des arts, notamment le Centre Phi. Je travaille aussi avec Art Bang Bang. OK. Donc, c'est sûr que ça m'inspire énormément aussi. Comme je disais tout à l'heure, je cherche des clients qui sont à la fois très créatifs. Je travaille avec des entreprises qui font de la finance, par exemple. Mais on peut très bien être créatif dans le domaine de la finance. Mais qu'est-ce que tu fais pour eux? Bien, en fait, je fais plusieurs choses. Ma boîte, en fait, ce qu'on propose, c'est de la communication qui est multiplateforme. Donc, on crée du contenu et des contenants pour de la communication. Par exemple, on peut faire des sites web, des infolettres. Moi, je suis aussi journaliste, donc j'écris... Oui, je fais beaucoup de choses. J'espère que je suis trop sérieuse, je suis fatiguée aussi. Mais je n'ai pas l'impression de travailler, c'est ça. C'est que Parce que tu t'amuses en même temps. Ben oui, puis pour moi, tu sais, si j'avais un message à passer aux gens, aux jeunes femmes ou hommes qui choisissent une carrière, c'est surtout de s'écouter. Oui. C'est vraiment de s'écouter. Parce que moi, très jeune, je voulais pas emprunter la voie des arts et je voulais pas emprunter la voie de la littérature, bien que j'aimais ça. Moi, j'étais un petit rat de bibliothèque, je me cachais pour aller lire pendant les récrés. J'ai toujours aimé. Pourquoi t'évitais? Mais parce que pour moi, c'était pas une façon de gagner sa vie qui était... Non pas que ce soit pas honorable, mais pour moi, c'était pas une façon de gagner assez sa vie. Et j'avais, autour de moi, j'avais des modèles qui étaient beaucoup en comptabilité et tout. Puis c'est même pas... C'est au-delà de ça pour moi, en tant que personne. Je me disais non. Et je voulais faire HEC. Oui. Je voulais faire HEC parce que pour moi, je me disais, je dois faire HEC. Fait que cette adéquation-là du cerveau gauche sur le cerveau droit, ça a été longtemps ma quête. OK. Et je dois dire que là, à l'aube de mes 37 ans, j'ai trouvé finalement cet équilibre-là. Comme je gère ma boîte, mais je crée aussi du contenu, je crée des choses. Je suis aussi directrice artistique pour tout ce qui est design de ma boîte. Puis je peux pas m'empêcher de le faire. Tu sais, je pourrais dire, OK, j'ai des gens qui le font, mais j'aime tellement ça et j'ai cette volonté-là de travailler dans le domaine des arts, donc je peux pas m'empêcher de le faire. Cet équilibre maintenant que tu as trouvé, c'est récent quand même. C'est pas en 2011 quand tu t'es lancée en entrepreneuriat. Non, cet équilibre-là, je te dirais honnêtement, je peux mettre une date au moment où je l'ai. Ah oui, la date et l'heure et la seconde. Ah non, mais pour vrai, ça a comme changé ma vie. Oui, parce que ça a été une quête et c'est très difficile parce que je suis très, très perfectionniste. OK. Je suis très exigeante envers moi-même. Très exigeante. Pas envers les autres, par contre. Très sympathique, mais envers moi-même, c'est épouvantable. Et en fait, j'ai perdu ma mère récemment, il y a 1 an et demi. Et suite au décès de ma mère, c'est comme si... Puis je sais, ça fait cliché, mais j'ai eu comme un genre de wake-up call, si on veut. Et je me suis rendu compte qu'on devait savourer chaque moment, chaque seconde. Et je sais pas comment l'expliquer, je peux pas dire ça en entrevue, c'est épouvantable, mais je voulais... Non. Voilà. Mais je me suis centrée sur l'essentiel. Oui. En fait. Et tous ces questionnements-là. Mais perdre quelqu'un a tendance à te faire analyser ta vie, nos vrais besoins. Et oui, ça nous rend compte à quel point la vie est courte. Oui, aussi. Exactement. Mais en fait, c'est drôle que tu parles d'analyser. Par contre, mon conjoint dirait que c'est pas le cas, là, si on en parle. C'est bien beau d'en parler, mais des fois, je suis pas toujours... de traduire en action, c'est pas toujours évident. Oui. Mais j'ai arrêté de suranalyser, du moins pour cette partie-là. En fait, moi, je suis une fille de planification. J'adore planifier. C'est mon côté rationnel. Oui. Mais je suis à la fois très créative. Et cette planification-là devenait un frein à ma créativité parce que je me disais, non, mais si j'essaie ça, je peux rater. Si j'essaie ça, tout à coup, ça marche pas. Puis ça s'inscrit pas dans ma stratégie, que blablabla. Oui. Et je suranalysais tout. Et du fait, j'étais paralysée d'une certaine façon. Donc, avec le décès de ma mère, ça m'a comme libérée de ce besoin de suranalyser. Je me suis juste lancée.
Mais pourquoi penses-tu que ça a eu cet impact? C'était quoi dans cette expérience, dans ta tristesse aussi, qui t'a débloqué? J'aime débloquer. En fait, je suis plus empathique envers moi-même. J'ai passé à travers beaucoup d'émotions. En fait, des émotions que je pensais honnêtement jamais vivre de ma vie. Je pensais même pas qu'il y avait un mot pour ces émotions-là. Oui. Ça a été très rapide, en fait, le décès de ma mère. Ça s'est fait en 6 mois. En 6 mois? Très rapide. Puis il n'y avait pas eu de... En fait, ça a été une surprise totale pour tout le monde. Et je me suis rendu compte qu'il y avait... Dans tout ça, il y a eu de la beauté, de la douleur. On a eu des fous rires, ma mère et moi. On s'est rapprochés énormément. Moi, je suis enfant unique. Ma mère était comme ma sœur. On était toujours ensemble. On allait voir le show de Céline Dion à Vegas pour ses 60 ans. On était vraiment très proches l'une de l'autre. On partageait tout. Donc, pour moi, je me disais, la mort de ma mère, je ne pourrais jamais survivre à ça. Okay. Pour moi, dans la liste des choses desquelles je pouvais jamais survivre, ça figurait en premier. Et j'ai survécu. Et au contraire, je me suis épanouie dans tout ça. Okay. Et ça m'a fait me rendre compte de la force et de la résilience que j'avais en tant que personne. Puis un message que je donnerais aussi aux gens, ne jamais sous-estimer la force et la résilience. Parce qu'on pense qu'on s'écroule, mais on ne s'écroule pas, dans le fond. C'est vraiment ça. Et tous les moments que j'ai vécu avec ma mère, je me souviendrai toujours, ma mère adorait prendre des bains. Et comme c'est le cancer des os, elle ne pouvait plus bouger. Et on l'avait transférée à la maison Victor-Gadbois, qui ont été vraiment des amours. Ils nous ont vraiment aidés. Et grâce à la maison Victor-Gadbois, on était capable de lui faire prendre son bain quelques semaines avant son décès. Okay. Et le visage de ma mère, quand elle a été capable de prendre son bain, l'espèce de joie enfantine de... Parce que ma mère était très self-conscious d'une certaine façon, puis on l'est toutes en tant que femme, je pense, mais... Et de cette humilité-là, et se dire, j'ai rien à perdre, je profite du moment. Et c'était tellement beau. Pour moi, je pense que c'est le moment le plus beau de ma vie. Ça, dans toute cette douleur et cette souffrance. Un dernier petit plaisir. Exactement. Mais ce côté-là, de trouver le beau dans la simplicité de la vie, les petites choses, mais c'est ça que je pense qui a changé mon regard. Et je me suis dit, regarde, lance-toi. Si ça marche pas, qu'est-ce qui peut arriver? C'est quoi le pire? Puis là, ça fonctionne super bien. Oui, bien en effet, parce que d'une façon... Tu as passé à travers le pire, ce que tu pensais pour être le pire. Alors, après ça, le reste, ça pourrait pas être pire de ce que tu viens de vivre. Exactement. Ça donne des ailes. Exactement. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Bien, c'est intéressant que ça t'a débloqué, surtout en tant qu'artiste. Et la peinture, souvent, c'est inspiré par ce qu'on vit, par nos émotions. Et j'ai lu que Picasso, c'était de tes artistes préférés. Oui. Et lui-même, sa collection, une de ses collections les plus populaires, ça a été inspiré à la mort d'un de ses, je pense, son meilleur ami. Oui. Alors, à travers la tristesse, on trouve la beauté. Et je vois beaucoup le parallèle entre ton histoire et ton artiste préféré. Oui, oui, tout à fait, qui m'inspire depuis ma tendre enfance, en fait. Le premier cadeau que j'avais demandé, en fait, dès que j'ai su que le Père Noël n'existait plus, j'ai demandé à mes parents, je veux tous les livres de Picasso, toutes les rétrospectives des œuvres de Picasso. Et ça me suit depuis toujours. Et Picasso avait quelque chose de très intéressant aussi, c'était que toute sa vie, c'était Picasso. Au-delà de devenir une marque Picasso, tout ce qu'il entreprenait portait sa griffe, était infusé de sa personnalité. Puis c'est un peu ce que j'essaie de faire aussi. Comme je travaille, j'ai ma boîte, j'ai un roman à paraître l'année prochaine, je peins. Donc tout ce que j'essaie d'entreprendre dans ma vie, c'est ça. Je veux avoir une espèce d'uniformité. Moi, ce qui me fait peur dans la vie, c'est vivre en dissonance cognitive. Oui. Pour moi, je ne veux pas vivre en dissonance cognitive. Et j'essaie de faire tout en mon possible pour ne jamais vivre en dissonance cognitive. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai la même chose. Je peux pas vivre avec moi-même sinon. Je peux pas, je peux pas dormir, je peux pas vivre. Il y a quelque chose qui marche pas, puis ça m'éteint, ça m'angoisse. Non. Oui. À vous. Je dis toujours, j'aurais pas je dis à mon mari, j'aurais jamais un midlife crisis parce que quand je veux vraiment faire quelque chose, je le fais. Exact. Et souvent, les gens ont ce moment de panique dans leur vie quand ils se rendent compte qu'ils n'ont jamais vraiment suivi leur cœur. Oui. Voilà. Non, mais pour vrai, puis moi, je veux pas avoir ça. Puis je l'ai eu en 2011. OK. Je l'ai eu, dans le fond, my midlife crisis. Je l'ai eu d'une certaine façon, et là, je ne veux plus jamais l'avoir. Oui. Mais au moins, tu as suivi
t'as fait quelque chose. Parce que des fois, les gens, ils l'ont, puis peut-être même qu'ils tombent en dépression, mais ils restent bloqués. Oui. Alors, c'est une chose de s'en rendre compte, mais c'est une autre chose de le faire. D'agir. Oui, d'agir, Oui. d'avoir le courage aussi. Oui. Puis des fois aussi, les gens qui nous entourent, ils veulent pas trop qu'on change. J'ai remarqué ça aussi. Mais moi, je suis vraiment chanceuse, honnêtement. Je dis toujours mon mari, on n'est pas encore mariés, parce qu'on n'a pas le temps. Un jour, ça s'en vient, mais mon conjoint, Pascal, honnêtement, il m'a toujours supporté là-dedans énormément. C'est un créatif aussi, donc il comprend ce besoin de créativité, ce besoin de créer. Comment, lui, il a vécu ton changement et ce qui s'est passé avec ta mère? J'imagine qu'il était présent pour tout ça. Ah oui, non, il a été vraiment incroyable. Parce que c'est pas facile. Moi, je suis pas quelqu'un... En fait, c'est pas vrai. J'allais dire, je suis pas quelqu'un qui est émotive. C'est pas tout à fait faux. J'allais mentir. J'allais dire un artiste qui n'est pas émotif. My God, non. Je suis émotive, mais je gère beaucoup. OK. Je canalise. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai besoin du piano, que j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de peindre. C'est une façon pour moi de canaliser cette émotion-là. Mais dans la maladie de ma mère, ces émotions-là sont sorties sur le tard, en fait. Okay. Ça a été très difficile parce que je ne pleurais pas du tout. C'était tellement géré. Je me souviens, j'ai prononcé le logis de ma mère, j'ai pas du tout pleuré. Et les gens étaient comme, OK, mais pourquoi tu pleures pas? Puis là, les psychologues attendaient à la porte en disant, oh my God, ça va exploser, ça va être épouvantable, burn-out, dépression. Et je l'ai pleuré, ma mère, je la pleure encore. Mais je l'ai pleuré au bon moment. Je l'ai pleuré quand j'ai eu besoin de la pleurer. Et Pascal a été là à ce moment-là pour éponger ces effusions de larmes. Et voilà. Je comprends tout à fait. Moi, ma mère est décédée quand j'étais beaucoup plus jeune. Et j'ai pas pleuré vraiment à la façon que les gens s'attendaient que je pleure. Oui. C'est beaucoup plus tard, dans certains moments dans ma vie, que je me rendais compte, ah, coudonc, j'aurais voulu qu'elle soit ici pour ça. Puis c'est là que ça m'a frappée plus en tant qu'adulte. Oui, je trouve. Mais il y a beaucoup d'attentes. Hein. C'est très drôle parce que les attentes sociales sont énormes, même dans le deuil. Oui, même dans le deuil. On ne peut pas faire notre deuil à notre façon. On peut pas le... C'est drôle que tu dises ça aussi parce que j'ai eu mon vernissage vendredi dernier. Ah, félicitations. Merci. Ton premier vernissage. Mon premier vernissage. Wow. Écoute, moi, ça fait longtemps que je peins, puis j'ai jamais... Tu sais, j'avais des gens qui achetaient ici et là, mais j'avais jamais eu le... Oh. Tu sais, c'est quand même quelque chose, faire un vernissage. Puis... Mais tu t'exposes. Carrément. Oui. C'est pas juste tes œuvres, c'est toi, c'est vrai. Et tu vois, là, ma mère, j'avais une pensée pour elle, mais tous mes amis étaient là. J'ai eu vraiment beaucoup de gens qui sont venus me voir. Et j'en parlais justement avec mes amis. Puis c'est un moment que j'aurais voulu partager avec ma mère. C'est normal. Mais tu vois, c'est ça. Ça arrive au compte-gouttes. Ça arrive dans des moments précis. Des fois, ça arrive, puis tu le gères pas. Et c'est correct. C'est vrai. Il faut se permettre d'avoir ces émotions-là. Il faut se permettre d'être imparfaite aussi. D'avoir du maquillage qui coule en public. C'est correct. C'est la vie. Et c'est correct. Bien, ça fait partie aussi de la force d'une femme. C'est que même si on pleure, même si on est émotionnel ou on tente, c'est le fait qu'on se ramasse puis on continue. Exactement. Sans honte. Il ne faut pas avoir de honte. En fait, il faut être fier d'avoir ces émotions-là. Puis ça, c'est ce que j'ai appris avec le décès de ma mère. Parce qu'avant, pleurer, c'était mal vu pour moi. Je me cachais et je m'en voulais. Ça, c'est ton côté rationnel. À vous, oui, c'est clair. Ben oui, c'est sûr. Sûr. Parce que surtout, tu sais, en business, on dit toujours, OK, il ne faut pas pleurer au bureau, là, faut pas que... On va se cacher dans les toilettes. Oui, mais c'est une bonne question parce que pourquoi, dans le fond? Parce que je me pose souvent la question, tu sais, je vois un homme pleurer au travail, tout le monde est c'est vraiment adorable. Il y a beaucoup, c'est quelqu'un de très émotif, une femme qui pleure au travail. Est-ce que ce serait si mal vu que ça? Je pense que ça dépend, mais je pense que ça vient surtout de nous en premier. Si toi, tu es bien avec le fait de pleurer, les gens, ça peut juste être contagieux. Les gens peuvent faire, OK, elle est confortable même avec ça et voilà. Je pense que c'est important, mais j'aurais pas fait ça avant. Jamais. Je suis pas encore rendue au point où est-ce que je m'en fous complètement, non. mais je travaille là-dessus. Non, c'est bon. C'est bon, mais moi non plus, honnêtement. Mais tu sais, on peut tellement être self-conscious des fois. On est tellement... c'est difficile de lâcher prise aussi, de laisser tomber les choses. Alors, qu'est-ce que tu dirais a été ta plus grande leçon depuis le décès de ta mère ces 2 dernières années? D'être empathique envers moi-même. Empathique envers les autres, mais je pense pas que j'avais ce problème-là.
on peut toujours être plus empathique. Oui. Je pense que c'est quelque chose Mais on est toujours le plus tough avec nous. Ah oui, mais vraiment, vraiment. Et je pense que c'est de m'accepter telle que je suis. J'allais dire je suis une espèce rare. Je ne vais pas dire je suis une espèce rare, mais je suis une espèce complexe. Oui. Complexe du fait que j'ai une dualité qui est très, très profonde en moi et qui a été longtemps une source de problèmes parce que je voulais me mettre dans une case. Je voulais me mettre dans la case de la rationalité. Voilà, je suis une femme d'affaires. Voilà. Et ça m'a permis de m'accepter en tant que femme entière, complète, avec ses forces, ses faiblesses, avec ses émotions, ses peurs. Parce que je dois avouer que depuis le décès de ma mère, là, je vois de la maladie partout. OK. Ça, c'est ma nouvelle bête noire. Je dois vivre avec ça. Mais j'ai appris aussi à voir le beau dans tout. Dans tout. Il y a Même toujours dans du beau dans tout. Il y a toujours du beau. C'est ce que je veux inculquer aussi à ma belle-fille. Oui. C'est ce que j'essaie de lui dire quotidiennement, qu'il y a du beau dans tout, de ne pas se mettre trop de pression, de ne pas être trop difficile, d'apprécier les choses. Mais c'est tous des beaux conseils et moi, j'adore ta dualité. Ah, merci! Merci! Je trouve que ça, en tant que tel, ça fait partie de la beauté des gens. Merci. Alors, j'apprécie de te rencontrer. Merci beaucoup. J'ai vraiment aimé ça aussi. À refaire. Oui, à refaire. Merci à vous de vous joindre à nous pour un autre épisode de Diva du Divan et à la prochaine. Wish to see you, wish to see you, many all the colors. Wish to see you, wish to see you, many all the colors.